mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de rester scotché. 191 incidents graves commis dans le Sud Kivu de 1994 à 2024 identifiés. C'est ce qui ressort du récent rapport publié sur les cas de crimes graves commis dans cette province et documenté par les organisations de la société civile qui s'intéressent à la justice transitionnelle pour ses partenaires de FONAREV. Ces crimes doivent trouver des réponses. Il faut la mise en place de mécanismes de la justice transitionnelle avec comme pilier la réparation pour FONAREV. Il n'y a pas réparation sans identification. C'est ce que nous dit Clarisse Koko-Kapalai dans ce reportage sur Ce rapport de 89 pages sur les cas de crimes dans la province du Sud Kivu de 1994 à 2024 a identifié 191 incidents de graves violations de droits de l'homme. Pour les organisations de la société civile partenaires du FONAREV qui l'ont rédigé, ce rapport vient compléter le rapport mapping de 1993 à 2003. Dans cette publication, les présumés auteurs sont connus. Ces organisations proposent la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle avec un seul pilier, la réparation. Nous continuons de croire que les réparations ne suffisent pas. Il faut compléter les réparations par d'autres mécanismes, notamment la recherche de la vérité, la recherche de la justice et les garanties de non-répétition. Il y a des présumés auteurs qui ont été cités dans ce rapport. Il y a notamment, principalement, les groupes armés non étatiques. Le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes de paix et de sécurité de l'humanité a souligné que le travail de la cartographie des victimes est très important pour arriver à la réparation. Nous avons enregistré sur les 3 derniers mois, 2 mois et demi par la Blaise, enregistré plus de 200 000 victimes. Parmi lesquels nous pouvons confirmer actuellement sur notre liste 145 oui, mais elle reste très provisoire. C'est la clé de notre travail, donc ça passera encore par plusieurs certifications et l'audit externe pour certifier le processus, déjà nous faire contrôler nous-mêmes, mais aussi de vérifier les informations que nous aurons la liste sur cette liste-là avant d'avancer. La rédaction de ce rapport présenté ce jour a été appuyée par Triel International et la Grande-Bretagne qui accompagnent la RDC dans plusieurs volets. Plusieurs recommandations ont été formulées après la rédaction de ces rapports à la communauté internationale. Il est demandé de publier les annexes du rapport mapping de l'ONU sur les incidents graves des droits de l'homme en RDC en vue de lutter contre l'impunité et favoriser l'assainissement de l'espace politique congolais. Parlons à présent de cette tripartite RDC-Angola-Rwanda qui n'a pas eu lieu comme prévu le dimanche 15 décembre entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et João Lourenço en raison du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Et pour le gouvernement congolais, le Rwanda a brandi de nouveau le prétexte de l'importance
du dialogue entre le M23, une chose que nous n'avons jamais acceptée, dixit la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, au cours du briefing spécial co-animé le même dimanche avec le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Reportage, Jacques Moulouba. Au cours de cet échange avec la presse, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères a d'abord appelé le début du processus de Luanda en juillet 2022 avec pour mandat spécifique de contribuer à un apaisement de relations entre la RDC et le Rwanda. Plusieurs réunions ministérielles ont eu lieu sur ce processus, au total 7, notamment en juillet 2024, une réunion qui a abouti à un cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda. Le 5 novembre, une autre étape importante franchie avec la mise en œuvre de mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Il avait pour objectif de suivre la mise en œuvre de l'évolution de cessez-le-feu et faire rapport en cas de violation. Le 25 novembre, la signature du concept d'opération par les deux pays. Un projet d'accord présenté par la facilitation ayant deux piliers principaux, à savoir l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire de la RDC et le deuxième pilier, l'engagement de la RDC de neutraliser les FDLR. Le 14 décembre 2024, c'était la 7e réunion qui avait pour objectif de finaliser le projet du rapport par la facilitation. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu. La raison ? En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution. Voilà, toutes nos excuses pour cette qualité technique. Le ministère de l'Intérieur, entre-temps, et de la Justice, en collaboration avec la police nationale congolaise, ont démarré la 3e phase de l'opération Ndobo dans la traque des bandits urbains. Une détermination des institutions de la République à mettre fin au phénomène Kuluna à la base de l'insécurité notoire, non seulement à Kinshasa, capitale congolaise, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Et la première et la deuxième phase ont permis d'arrêter plus de 750 bandits urbains qui comparaissent dans des audiences foraines organisées dans différents districts à Kinshasa. Souziki Burumari nous en parle. La lutte contre le banditisme urbain dans la capitale congolaise se poursuit. Le commissariat provincial de la police a lancé la 3e phase de l'opération Ndobo, entendez à Meusson. C'est après les résultats obtenus dans la traque de ces présumés criminels lors de la 1re et 2e phase. Ces inciviques sont déférés devant les juges et sur instruction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire supérieur principal Faustin Numbi a déployer les troupes pour traquer les bandits urbains dans différentes zones ciblées. S'adressant à la troupe, le commissaire supérieur principal, Faustin Numbi, a fait savoir que les résultats de ces opérations sont encore mitigés. Il a dit, je cite, « Nous n'avons pas encore atteint le résultat attendu par notre hiérarchie, celui de Zéro Kuluna à Kinshasa. Vous, les commandants des commissariats et sous-commissariats, les commandants des districts, vous qui cohabitez avec ces bandits urbains, il revient de votre compétence de les arrêter. Ces criminels ne sont pas au ciel. Ils sont à vos côtés chaque jour. Pour cet officier, tous ses collaborateurs doivent faire preuve des compétences. Il a indiqué que cette tournée doit aller sur toutes les rivières où se cachent ces bandits. Ce sont des lieux à problème et les agents de la police le savent et connaissent. Partout où il y a des rivières à problème. Il leur a ainsi donné l'ordre d'aller les embarquer et de se mettre à la traque de ces bandits urbains. Au cours de cette opération, les éléments de la police sont mixés. Il y a des unités de la Légion nationale d'intervention LNI en sigle et celles du groupe UPHI qui sont en appui à la territoriale pour traquer et maîtriser les auteurs des crimes qui terrorisent la population dans la capitale de la République démocratique du Congo. Sur instruction du commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouché-Diave, pendant 4 jours dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, une équipe de l'inspection générale de la police, conduite par le commissaire supérieur Donatien Ngoy, y a séjourné afin d'assurer la formation des formateurs
pouvant vulgariser les missions de l'inspection générale de la police pour une police plus professionnelle au service du peuple. Jacques-Olivier Mouloubandombe pour plus de détails. Après échange avec le gouverneur ad interim du Kasaï central, cette équipe de l'inspection générale de la police, conduite par le commissaire supérieur Donatien Ngoïloumanou, a mis à profit la tenue de la parade du commissariat urbain de Kananga pour expliquer aux policiers les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Les policiers lésés, tout comme un civil qui veut dénoncer le mauvais comportement d'un policier, ont le devoir de fréquenter régulièrement le bureau de l'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise à Kananga pour tout renseignement utile. Notre souci est que tous les policiers, les personnels policiers s'imprègnent sur les missions de l'inspection générale pour qu'ils puissent améliorer les prestations de services. Donc nous sommes là, on n'est pas pour sanctionner. Notre souci est qu'il y ait l'amélioration et un bon fonctionnement des unités et services de la police. La délégation de l'inspection générale de la police nationale congolaise s'est également entretenue avec les acteurs de la société civile et les différents chefs de quartier au sein de la commune de Kananga pour les sensibiliser à collaborer avec l'inspection générale de la police nationale congolaise, une structure de la police qui a le devoir de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. Une autre équipe de l'inspection générale de la police nationale congolaise a également séjourné à Bandundouville dans la province de Kwilu pour la même mission sous la direction du commissaire supérieur principal Alain Ilunga, secrétaire général administratif à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Comme on a toujours dit, d'une pierre deux coups, nous sommes venus. Nous n'allons pas seulement nous arrêter au niveau des activités principales telles que prévues. Nous avons écouté, un rapport sera adressé à la hiérarchie. Je pense qu'à ce niveau-là, les autorités y penseront. Direction hémicycle du Palais du Peuple pour parler cette fois de la clôture dimanche de la session de septembre 2024 au Sénat. À l'occasion, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a dressé un bilan assez positif de cette session qui a examiné et adopté 12 textes au total, dont la loi de finances rectificative 2024 ainsi que le budget 2025. Le speaker du Sénat a salué en même temps l'engagement de l'ensemble du personnel dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à cette chambre. Reportage David Fidel Luzolo Kubanza. Dimanche 15 décembre 2024, la Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé sa session ordinaire de septembre. Une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption des lois telles que les projets de loi portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances rectificative 2024, le projet de loi des finances exercice 2025, ainsi que plusieurs autres lois. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a salué l'importance des travaux réalisés durant cette session essentiellement budgétaire. Il a également félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées nuitamment au cours de la dernière semaine. Il a par ailleurs loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute. L'honorable président du Sénat a renchéri en énumérant 12 autres projets de loi votés, en l'occurrence le projet de loi sur la convention des crédits syndiqués, l'habilitation du gouvernement et les projets de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de l'Obito. Quant à l'actualité qui défraie la chronique sur la révision ou les changements de la Constitution, le président Samalukonde a indiqué que le Sénat est prêt à accompagner les présidents de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision et que tout autre commentaire à ce sujet était inopportun. Pour finir avec les chapitres des vacances parlementaires, il a recommandé aux honorables sénateurs d'aller palper au moins durant 15 jours les réalités de leurs circonscriptions électorales respectives et de rendre les rapports à l'ouverture de la session prochaine. Les jeunes ont un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs du développement durable en RDC.
Aounoa Asiankonoa, sous-secrétaire général des Nations Unies et administratrice régionale du PNUD, qu'il a ainsi déclaré tout en encourageant les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts dans leur cursus universitaire à faire beaucoup plus selon leurs talents respectifs. Suzy Kibirou-Marie nous en parle. En séjour en République démocratique du Congo, Aouna Eziakonoa a échangé avec les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et leur a encouragé à créer davantage des œuvres d'art. La sous-secrétaire générale des Nations Unies et administratrice régionale du Programme des Nations Unies pour le développement, Aouna Eziakonoa, s'est exprimée ainsi lors de cette visite guidée dans l'enceinte de cet établissement académique dans la capitale congolaise. Elle a dit, je cite, « C'est avec beaucoup de satisfaction qu'elle a découvert ce haut lieu de la culture. Elle voit un futur brillant manifesté par le travail de ses apprenants qui va au-delà du monde. Pour elle, ils réalisent des chefs-d'œuvre qu'ils doivent poursuivre. Voilà pourquoi elle n'a pas tari d'éloges pour ce travail de titan qu'ils abattent et suggère à ce qu'il soit transformatif. » Aouna Eziakonoa a déclaré que la paix en République démocratique du Congo viendra par là. L'art étant original et vrai, c'est par l'art que la guérison va s'opérer. Continuez, j'espère voir plus prochainement. Pour rappel, avant l'arrivée de Aouna Eziakonoa, les experts du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement ont eu un partage interactif avec les jeunes engagés pour la réalisation des objectifs du développement durable. Ces jeunes étudiants et diplômés ont profité de cette opportunité pour poser des questions concernant les activités, la mission du Programme des Nations Unies pour le développement. À bâton rompu, les experts les ont exhortés à se former sans relâche en vue de mieux connaître le Programme des Nations Unies pour le développement pour bénéficier des opportunités qu'il offre. On va changer des registres à présent pour parler de l'enseignement supérieur. Le centre financier de Kinshasa accueille depuis ce lundi 16 décembre le colloque national sur le thème « Repenser la RDC ». Les étudiants congolais, moteurs de développement et l'entrepreneuriat, ces assises de 2 jours organisées par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Dr Marie-Thérèse Sombo, visent à mettre en place un système éducatif efficace, inclusif, mais également équitable en République démocratique du Congo. Personnalités politiques, experts, scientifiques et plusieurs étudiants du pays y prennent part. André Koma nous en dit plus. La forte pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise ce lundi n'a pas empêché aux organisateurs du colloque national de tenir cette activité de grande envergure, initiée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Dr Professeur Marie-Thérèse Sombo. Le thème choisi pour ces assises, repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement et l'entrepreneuriat, a débuté avec succès. La première ministre Judith Suminwa qui a ouvert les travaux en présence des membres du gouvernement, personnalités politiques, recteurs des universités, directeurs généraux des instituts supérieurs, experts et plusieurs étudiants de différentes universités du pays. Dans son adresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Dr Thérèse Sombo, a appelé les institutions sectorielles à soutenir l'entrepreneuriat des étudiants, gage de développement de la RDC. C'est ainsi que, dans ma récente instruction académique pour réglementer l'année académique 2024-2025, la sensibilisation à l'entrepreneuriat occupe une place de choix afin d'aiguiller l'intégration des modules propres entreprises à l'avenir. Pour ce premier jour, plusieurs panélistes ont eu l'occasion de partager leurs expériences avec le participant sur notamment l'éducation entrepreneuriale, les financements, un véritable moment de communion et d'échange scientifique. Démarré ce lundi 16 décembre, les travaux vont se clôturer ce mardi 17 décembre 2024 dans la capitale congolaise. La jeunesse face aux enjeux de l'heure, digitalisation et développement, c'est le thème de la conférence débat organisée par l'ASBL, la ressource pour le bien-être, ce lundi 16 décembre à l'intention des élèves du complexe scolaire Kimvula, situé dans la commune de Kintambo, à Kinshasa. Dans un débat participatif,
La présidente de cet ASBEL, Christelle Mwabilou, a appelé ses élèves à utiliser le numérique de manière positive. Dieu merci Diaka et David Matoumele pour images et commentaires. Engagée, dévouée et passionnée pour le combat de la jeunesse congolaise à travers son ASBEL, la ressource pour le bien-être, la directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle était hôte de la conférence débat organisée ce lundi 16 décembre 2024 à l'intention des élèves du complexe scolaire Kimvula, une école conventionnée protestante basée à Kintambo, l'une des communes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Christelle Mwabilou a axé son intervention sur l'utilisation du numérique qui est actuellement une arme massive et puissante pour la jeunesse. La numéro 1 de l'ASBEL, la ressource pour le bien-être, a sensibilisé ses élèves à utiliser à bon escient la digitalisation de manière positive, notamment l'accès à l'information en mettant en place des groupes de soutien social en ligne, des groupes d'échange, des travaux pratiques en ligne et des lectures. Alors je me suis dit, étant donné que nous avons été une génération qui n'a peut-être pas eu cette rapidité-là à un certain âge pour pouvoir accéder à toutes ces plateformes, il est question quand même de sensibiliser les élèves qui comprennent qu'on ne peut pas leur interdire d'y accéder, mais ils doivent savoir que les choses a une limite et qu'en y accédant, il y a des effets négatifs comme positifs et qu'ils devraient privilégier les effets positifs et prendre en compte les effets négatifs pour leur permettre de savoir pourquoi ils font usage de tout cela et quelle est en fait la raison et qu'est-ce qui retient compte de ce à quoi ils ont accès. Un mémo contenant les besoins de cette école a été déposé auprès de la présidente de l'ASBEL, la ressource pour le bien-être, qui a promis une suite favorable. Nous allons aller analyser et voir, et peut-être avec l'appui de certains partenaires, comment aider ces élèves-là à continuer à se développer, à s'instruire. L'ASBEL, la ressource pour le bien-être, œuvre dans le domaine du social, créé par Christelle Mwabilou, directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle. Cet ASBEL accompagne la femme congolaise, particulièrement la jeune fille, via des formations pouvant contribuer à son autonomisation. Je l'annonçais en titre, le nombre des cas liés à l'épidémie de Mpox a légèrement augmenté à la 50e semaine avec 750 cas enregistrés dans cette province. Et c'est le constat fait par le ministère de la Santé qui a déployé des efforts dans ces zones. En ce qui concerne la zone de santé de Panzi, le ministère est enfin levé. Cette maladie détectée s'assimile au paludisme grave. La situation épidémiologique de la Mpox a connu une légère augmentation du nombre des cas au cours de la semaine 50, avec 754 cas enregistrés. Cette hausse concerne principalement cette province représentant 93% des cas notifiés. Les autorités sanitaires ont déployé des efforts soutenus dans ces zones à travers la mise en place des superviseurs, l'activation des réseaux de surveillance et le renforcement des interventions sur terrain. Ces efforts ont permis d'enquêter sur 93% des alertes avec 73% d'alertes validées. Sur un total de 1076 cas notifiés, 720 ont été confirmés et un taux de positivité est de 16%. Sur un total de 1016 cas notifiés, 720 ont été confirmés et un taux de positivité de 16% a été observé. Concernant la vaccination, la chaîne de transmission a été mise à jour et des stratégies adaptées sont en cours, notamment avec l'arrivée de la délégation japonaise et la distribution du vaccin L16. En outre, les contacts des cas suspects ont été suivis avec un taux de suivi de 72% des contacts et seulement 10% sont devenus suspects. Les autorités poursuivent leur mobilisation et renforcent la réponse pour contenir l'épidémie. Les mesures de prévention et de lutte restent prioritaires pour limiter la propagation du virus et protéger la population. À ce qui concerne la zone de santé des Panzi, dans le Kwango, les mystères est enfin levé. Il s'agit du paludisme grave prenant la forme d'une maladie respiratoire sur un terrain fragilisé par la malnutrition. Au total, 592 cas ont été notifiés depuis le 24 octobre 2020 avec une létalité de 6,2%. Notez aussi que la coordination provinciale des maladies tropicales négligées en chimiothérapie préventive lance ce lundi 16 décembre
À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, la campagne gratuite de la chirurgie d'hydrocèle, appelée la pathologie de l'épanchement de sérosité dans la bourse. Suivez le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema sur ces propos recueillis par notre permanent sur place, Roger Bolindanzenga. Ainsi que ses partenaires pour cet appui que la province du Maniema bénéficie. Sera coordonné par la coordination des maladies tropicales négligées dans notre province. Nous remercions sincèrement le gouvernement pour cet appui et surtout à la coordination qui va piloter ces activités au niveau de la province et surtout ici dans la ville de Kindu ainsi que son interland. Le deuxième message, c'est de demander à toute la population de la ville de Kindu et son interland et même de la province en son entièreté de tout celui qui est touché par cette maladie que l'on appelle hydrocèle, qui peut se déplacer et venir ici à Kindu, il va bénéficier d'une intervention gratuite et c'est pour sa santé et aussi la santé de sa famille, parce que dès qu'on est malade, même la famille on ne sait pas l'assister. C'est une occasion à ne pas rater, que toute la population puisse recevoir ce message et tout celui qui est concerné par cette maladie-là qui puisse venir à Kindu, il sera opéré gratuitement. Pour nous, vraiment, c'est un message que nous lançons à toute la population pour qu'ils puissent fréquenter les hôpitaux pour ce soin. La voie ferrée de la commune rurale de Benaleka, dans le territoire de Demba, un de greniers agricoles importants du Kasaï central, coupé en deux par une tête d'érosion. Une délégation de la société civile de cette province en mission d'inspection sur place a salué les travaux de remblayage du ravin faits par la SNCC Région Nord. Le territoire de Demba est l'unique voie qui ravitaille la ville de Kananga en produits agricoles. Suivez Emmanuel Kabou, membre de la délégation. Nous, comme dignitaires, ne pouvons que dire merci de ce qu'on vient de voir à Benaleka. Tout ce qu'Honorable Moulumba est en train de faire, il mérite nos prières pour se permettre de sauver toute une population, donc qu'il trouve par ces messages nos remerciements distingués. Je profite de l'occasion pour demander aux autres députés nationaux élus de Demba de se retrouver autour d'une table avec l'Honorable Moulumba. S'ils peuvent aller très loin avec les lobbies, pourvu qu'on puisse sauver Benaleka. Sinon, si on laisse Benaleka, si on laisse tous ces ravins à une seule personne qui est élue, il va se fatiguer. Le gouvernement doit trouver des solutions rapides, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement national. Sinon, on va couper Benaleka. Je vis moi-même plus de 8 ravins à Benaleka. C'est insupportable. C'est en train d'effectuer ici. Mais le problème de la SNCC avec tout ce qui est là comme attaque des ravins nous préoccupe à un niveau que vous connaissez vous-même. Et aujourd'hui, Benaleka a un problème trop sérieux, comme vous le voyez. C'est insupportable. D'ailleurs, avant toute chose, je dis merci au directeur qui a laissé son bureau pendant autant de mois. Il est concentré, mais n'a plus fait continuer à faire défaut. Mais que cela ne tienne, c'est que nous voyons, il y a des espoirs que dès 4-5 jours, on peut relier le rail et les trafics pourront commencer. Et ici, nous profitons de votre caméra, de l'occasion, pour dire que ces travaux ici nécessitent vraiment l'énergie de tout le monde. Parce que la SNCC, à elle seule, je ne vois pas la solution. Elle peut trouver la solution, mais qui ne sera pas durable. Il est important que l'office de route, à travers le gouvernement central, provincial, puisse venir à l'urgence chercher comment canaliser les eaux de pluie. Parce que si on n'arrive pas à canaliser les eaux de pluie, le chef de l'État est en train de venir à Canada. C'est la seule fois qu'il nous donne le budget. C'est la seule fois. Alors si c'est coupé comme ça, nous risquons d'acheter le métal de maïs à un prix trop cher. Voilà pourquoi l'implication du gouvernement est totalement attendue pour des solutions durables. Les camionneurs de la région de la SADC ont déclenché aussi ce lundi 16 décembre un mouvement de grève. Ces transporteurs dénoncent l'instauration de plusieurs taxes leur imposées par la mairie de la ville de Likasi, notamment la taxe de parking, un nouveau poste de péage et la suppression de permis de transit. L'association des transporteurs appelle donc le gouvernement
provincial à la sous-pression de toutes ces mesures avant reprise des activités. On va terminer par le lancement ce lundi 16 décembre à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, de l'opération collecte des fonds en faveur de l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, une initiative de la nouvelle société civile qui tient mordicus à accompagner l'homme qui défend la cause de la République démocratique du Congo sur le plan international, allant de 1 à 10 dollars américains. Ces fonds, selon la société civile, servira à Charles Onana pour le paiement des frais de la justice. Suivez Joseph Kiouya, président provincial de la société civile. Demandons à toute la population de notre province qui vivent en territoire ou dans nos villages de s'impliquer dans la mobilisation de notre contribution symbolique en faveur de M. Charles Onana, condamné en France pour son activisme sur le génocide congolais. La RDC qui a été oubliée. Nous comptons sur la bonne foi pour nos frères et sœurs qui souffrent à l'est de notre pays. Mais M. Charles Onana se bat pour que la lumière, la vérité éclate sur le pillage de nos richesses avec près de 12 millions de morts. Que justice soit faite. Vos réactions à ce message seront un signal fort de votre intérêt et attachement pour la cause noble et solidarité entre les peuples. C'est sur cette note que nous refermons ce journal, mais avant tout, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. 191 incidents graves enregistrés de 1994 à 2024. Telles sont les conclusions du rapport publié récemment par FONAREV, réseau des organisations de la société civile vouées à la justice transitionnelle. Ce réseau plaide pour la réparation. Légère augmentation enregistrée des cas de variole de singe Mpox, 750 cas signalés dans cette province. Le ministère de la Santé a déployé des efforts dans ces zones pour stabiliser la situation sur le terrain. Enfin, l'ASBL, la ressource pour le bien-être, consacre ce lundi une conférence autour du thème « La jeunesse face aux enjeux de l'heure, digitalisation et développement ». C'était en faveur des élèves du complexe scolaire Kimvula dans la commune de Kintambo. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition qui s'achève déjà. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout où vous vous trouvez à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information. Tous les héros dans l'ombre, l'ensemble de la rédaction me charge de vous dire merci de l'avoir suivi avec une attention soutenue. Très bonne suite de programme sur nos antennes. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.